tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, au sommaire, je vous propose de parler des stockmen. Alors, ce n'est pas seulement des personnes qui s'occupent du bétail ou encore des clôtures, c'est plus que ça, c'est plus qu'un métier. Duke nous en parle dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, nous ferons une excursion chez les familles qui accueillent les personnes âgées. Donc Anna nous détaille tout ça dans notre rubrique On s'occupe de vous. Et enfin, pour refermer ce sommaire, nous parlerons de l'organisation du lycée de Pointe-Bout, des nouvelles filières, des nouvelles constructions. En gros, nous allons parler de l'organisation de ce lycée qui accueille de plus en plus d'élèves. Voilà pour le sommaire. En attendant, on retrouve l'invité du jour. Christophe Vontoum, bonjour. Bonjour. Alors, donc on t'a déjà reçu dans le cadre du Move. Aujourd'hui, on te reçoit parce que vous allez organiser justement le Nomade Festival. Alors, parle-nous un peu de ce festival. C'est quoi l'histoire de ce festival? Oui, donc le Nomade Festival est né en 2007. Donc le constat, c'était qu'on pouvait nous recevoir sur le Move un petit peu l'ensemble des musiques, mais à l'image un petit peu de la société calédonienne, séparément. C'est-à-dire le rock s'organisait de son côté, le kaneka de son côté, etc. etc. Et donc des moments de partage entre les communautés, entre les différents styles, etc. étaient relativement rares. Voilà. Donc ça, c'est le constat de départ. Donc depuis 2007, on s'attelle, nous, à travailler sur ce concept-là, en mettant sur la même scène des artistes aux univers complètement différents. D'accord. Voilà. Donc c'est, on va dire, c'est un objectif pour parler de destin commun, c'est ça? Oui, bien sûr. Nous, en tout cas, c'est notre raison d'être au niveau du Move. Hein. On accompagne les événements de la société, on est en connexion avec notre époque et la musique en particulier, mais les arts et la culture en général, voilà, également le sport, voilà, sont des domaines qui logiquement doivent aider à tisser des liens, à créer des passerelles, etc. entre les différents groupes sur le pays. Alors, est-ce que justement le Move est un tremplin, on va dire, pour les musiciens qui viennent de toutes les provinces aujourd'hui? Oui, bien sûr, puisque se produire sur la capitale, ça reste quelque chose d'intéressant quand on regarde un petit peu les chiffres au niveau démographique, hein, je parle la quantité d'habitants. Et puis, la capitale reste aussi un espace où il y a pas mal de groupes présents, il y a pas mal de concurrence, il y a pas mal d'albums, il y a une actu. Donc pour un groupe, par exemple, on accueille nous chaque année des groupes de la côte Est, hein, qui sont soutenus par le Centre culturel de Yingen. Il est clair que pour ces groupes-là, à chaque fois, c'est vrai que ce sont des jeunes groupes, hein, qui démarrent leur itinéraire, mais à chaque fois, ça reste un événement pour eux de venir jouer sur la capitale, et en particulier au Move, puisque le Move, c'est une des scènes, on va dire, principales des groupes locaux, hein, sur la capitale. Et qui a d'ailleurs aidé beaucoup d'artistes à percer, hein. On parle de Dina, des groupes comme Tchada et Goulan, Vévélène, qui ont percé maintenant dans la musique. Et on connaît aussi Fernandez, qui joue bien la guitare, qui accompagne beaucoup de groupes. Donc du coup, on va dire que ce festival, aujourd'hui on est en 2014, donc comment a évolué finalement ce festival? Il a aidé les musiciens à percer au niveau de leur carrière? Je dirais pas, ça ce sont plus les musiciens qui le diront. En tout cas, le Nomade Festival fait partie du paysage au niveau local. Les artistes, quand on les appelle et on leur propose de s'y produire, naturellement, ils sont très intéressés. Après, c'est des histoires de disponibilité, de choses comme ça. Mais en tout cas, le festival, ce qu'on essaye, nous, également, de lui donner, c'est le fait également de tenir compte de l'actualité discographique. Donc, on a par exemple des artistes comme Vévélène qui
lorsqu'ils ont un album à soutenir, bon, ben, on est là et puis on est prêt à travailler avec eux sur, voilà, sur la diffusion. Parce que il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on soit, on va dire, en cohésion. Le monde du disque, le monde du live. Après, on a aussi des espaces plus là, davantage sous forme de tremplin pour les jeunes artistes en devenir, pour se faire découvrir, ou sur la capitale, on a un cap, avec le dispositif musique de la ville, on a un quadrillage un petit peu complet, où on essaye de mettre en place aussi des scènes gratuites, facilement accessibles pour le public, pour permettre à des groupes débutants de se faire connaître. Alors quand on parle de la qualité de la musique, quelle est la musique calédonienne aujourd'hui en 2014 par rapport à justement en 2007 quand le festival a commencé? En tout cas, ce qui a beaucoup évolué, c'est la diversité musicale. En l'espace de quelques années, des musiques qui étaient un petit peu laissées pour compte. Je parle du rock, je parle également même du reggae. Le reggae avait du mal à se faire une place, à part des groupes comme Flamengo ou parfois des groupes du Vanuatu, etc. Bon, maintenant on voit pas mal de groupes de reggae, genre INI ou Naya Roots, etc. apparaître et puis être présents également au niveau du disque, se faire un public. Donc le Nomade Festival, c'est tous les jours, quoi, finalement. Oui, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que finalement, depuis un certain temps, les musiciens se sont rendus compte qu'ils étaient eux-mêmes les meilleurs défenseurs de leur propre musique et de leur propre projet. Donc ils ont changé plus ou moins d'attitude, ils ont maintenant une attitude beaucoup plus offensive, alors qu'avant on était beaucoup plus dans l'attente, un petit peu que autonome, on va dire ça. Voilà, c'est sur le chemin. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut donner les dates? Justement, il y a une invitation à la population, les dates, les heures de concert. Voilà, donc le Nomade Festival, c'est la 8e édition, et donc ça aura lieu le vendredi 26 septembre, à partir de 20h au Move. Donc on aura en ouverture le Hip Hop Inadi Street, donc c'est un collectif de rappeurs qui travaillent sur le Rex. On aura ensuite le groupe de rock Darling & Co, donc qui vient de sortir son premier album, donc constitué des ex-musiciens de Shotgun. On continuera avec donc Dina and Family, donc Dina, choriste de Kiri Christ, de Namus, du groupe californien Christafari, etc. Donc Dina également un album en promotion, et donc on clôturera là sur le Kaneka avec l'artiste Vevelan. D'accord. Voilà, pour terminer, un petit message à la population. Oui, simplement d'inviter chacun à venir, découvrir et rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Mais voilà, ça fait du bien. Et surtout écouter de la bonne musique. Christophe Vantou, merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina, donc tu es là pour l'agenda du pays. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous à la maison. Donc, t'es prête? On y va? On y va. On débute cet agenda avec une sortie nature prévue le dimanche 21 septembre 2014, bien sûr, organisée par l'Association pour la sauvegarde de la nature néo-calédonienne. Donc, il les conduira du village de Prony jusqu'aux sources d'eau chaude de Prony. Donc, un parcours de 18 km, rien que ça, Élise. Bah, oui. Okay. Donc voilà, une durée de marche. Je suis prête à faire n'importe quel kilomètre que tu veux. C'est vrai. De toute façon, c'est que 6 heures à 7 heures de marche, c'est rien pour Élise. Juste ça. Voilà, juste ça. Non, on va parler sérieusement. En fait, c'est réservé aux bons et très bons marcheurs. Voilà, donc on essaiera la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, bah allez, on y va juste pour une minute de marche, ça suffit. Si tu veux. Ceux qui souhaitent avoir des informations donc, peuvent appeler le 28 32 75. Les inscriptions donc, doivent se faire avant ce vendredi 19 septembre à 13h. Donc pour ceux qui le souhaitent, il faut aller du côté du boulevard Vauban, c'est là que se trouvent les bureaux de l'association. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 7h à 13h et de 13h30 à 15h. Voilà, en tout cas, marcher, faire des efforts physiques, c'est bon pour la santé, c'est important. Ensuite, on va du côté de Koné. Oui, on va du côté du centre culturel Pomémy, car demain, il y aura
un atelier tressage qui sera proposé donc pour ceux qui sont inscrits. Malheureusement, voilà, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas participer. Donc c'est un rappel pour ceux qui sont inscrits. Pour ceux qui souhaitent aussi avoir des informations sur les prochaines dates, eh bien, le numéro à composer, c'est le 47 20 65. Mais bon, je sais que vous pouvez toujours essayer de vous renseigner. Peut-être qu'il y a une petite place pour vous, on ne sait jamais. Ok. Voilà. Et on continue avec une information pratique du côté de Poya. Oui, Élise. Alors, ça nous vient de Madame le maire de la commune de Poya qui informe donc qu'il y a des permanences qui se font aujourd'hui avec l'agent du service de l'habitat de la province Nord. Donc aujourd'hui, ça se passe à partir de 8 h à l'annexe de Népouy. C'est pour le projet de lotissement de Népouy. Et puis demain, à partir de 8 h aussi, là, ça sera du côté de la mairie de Poya et ça concernera le projet de lotissement de Basse-Poya. Les résidents de la commune qui sont inscrits pour ces projets sont invités donc à se présenter, bien sûr, pour remplir les formulaires. Et puis, on peut noter aussi que, bien sûr, il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir bénéficier de ce projet. Voilà. D'accord. Et ensuite, on parle cancer, donc, qui est prévu sur l'ensemble du pays. Tout à fait. On va commencer avec le groupe Mine de Rien, donc, qui se produira samedi 20 à Coné, du côté du centre commercial. Et puis, mercredi 24 à Koumak, à la tribu de Pagou. Je vous rappelle que c'est à l'occasion de la journée de la citoyenneté. Ah oui, il ne faut pas oublier que ce mois de septembre, c'est le mois de la citoyenneté. Tout à fait. Ensuite, on va parler aussi du concert de Big Red, Ragasonic, qui se produira à partir de 20 h le vendredi 19 septembre à Coné, du côté de l'hôtel L'Anéa. Et puis, bien sûr, l'événement musical, c'est la venue du groupe IAM qui sera en concert du côté de la Reine du Sud le 24 octobre. Mais je laisse bien sûr notre amie Chloé vous en parler plus précisément dans sa rubrique. En tout cas, on peut déjà noter toutes ces dates. Et nous, on poursuit avec le recensement qui se déroule en ce moment même sur le Caillou. Oui, chers amis, vous le savez, en ce moment et jusqu'au 22 septembre, il y a le recensement qui se fait sur l'ensemble du pays. Je vous rappelle que c'est important non seulement pour compter le nombre de Calédoniens, mais aussi derrière pour pouvoir permettre l'aménagement en école, enfin voilà, permettre le financement des différentes provinces. C'est pas que pour compter les gens, derrière il y a quand même une portée plus importante. Donc je vous invite à accueillir les agents recenseurs comme il se doit. Chers Calédoniens, je sais que vous êtes chaleureux, accueillez-les comme il se doit. En tout cas, ils doivent, eux, vous présenter leur carte officielle donc, quand ils arrivent chez vous. D'accord. Voilà, donc en ce mois de la citoyenneté, soyez des bons citoyens et rentrez vos chiens, comme je le dis d'habitude. Et pour terminer, on fait un point sur les coupures de courant qu'il y aura demain et après-demain. Oui, et là, ça concerne Marais. Donc, Élise va me donner un petit coup de main pour les coupures qui concernent Marais. Donc, mercredi 17 septembre, Élise. Ah oui, donc ça concernera les régions de Touo, Watsebeo, Pampage de Wairo et Tadorem, donc de 8 h à 13 h. Oui, tout à fait. Et jeudi 18 aussi, donc ce sera autour de Wabao jusqu'à Eni, de 8 h à 15 h. L'objectif, bien sûr, c'est d'entretenir les réseaux haute tension. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que nos amis et chers téléspectateurs de Marais nous ont entendus et que les téléspectateurs aussi de la Nouvelle-Calédonie pour tous les différents rendez-vous. Et comme on le rappelle, si vous avez des informations à nous partager, la quotidienne @nctv.nc. Merci Davina. Merci Élise, au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Salut Duke, aujourd'hui on parle du Stockman. Bonjour Elise, bonjour à vous à la maison. Alors effectivement aujourd'hui dans C'est bien de chez nous, c'est le Stockman qui est à l'honneur. Alors Stockman, ça veut dire quoi Elise? Stockman, on entend souvent par ces désignations-là, on entend souvent les personnes qui sont chargées de prendre soin du bétail, rentrer, sortir le bétail. Oui. Mais voilà, le Stockman ne fait pas que ça. Il prend soin du bétail, comme on vient de dire, puis il prend soin aussi des tous les enclos, tout ça qui sépare un peu les parcelles et puis qui délimite un peu les stations d'élevage. Et puis voilà, pour ça, il utilise par exemple les poteaux de gaillac. C'est pour ça quand on monte sur Coné, là, quand on va voir la bonne sur Coné, on peut voir que sur les stations d'élevage, les gaillacs, ces arbres-là, ils sont très bien entretenus par
par les personnes qui vivent dans ces stations d'élevage. Et puis voilà, les stockman, ils ne font pas que ça, Elise. Les stockman, avant, ils étaient aussi un peu forgerons, parce qu'il fallait forger eux-mêmes, ils forgeaient eux-mêmes leur fer à cheval. Et puis voilà, depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui, parfois, ils jouent aussi le rôle de vétérinaire. Quand on a des bêtes qui sont un peu malades ou qui ont du mal à mettre bas, tout ça, voilà, le stockman, il est là pour aider à prendre soin de la bête. Voilà ce qu'on peut dire pour commencer, Elise. Et puis voilà, comment reconnaître le stockman, le cow-boy calédonien, comme on l'appelle ici au pays. Et c'est facile, le stockman, il est vêtu d'un jean, avec les bottines en cuir, son chapeau de cow-boy. Le fameux chapeau, oui. Et puis il a aussi son fusil sur le dos souvent. Et son petit outil là pour guider, faire bouger un peu les troupeaux, là, c'est son fameux fouet, le stock whip, comme ils disent. Et voilà ce qu'on peut dire pour commencer sur le stockman, Elise. Alors stockman, stock whip, stockyard, pardon. Alors tout ça c'est d'origine anglaise. Alors comment les Caldoches du pays ont-ils pu hériter de ces traits culturels entre guillemets, donc anglais, car aujourd'hui stockman c'est presque une tradition chez les Caldoches. C'est vrai, on peut dire ça, Elise. On sait que les premières familles, les vieilles familles d'éleveurs, de stockman, comme on les appelle ici, ils sont arrivés avec la colonisation pénale d'une part, avec le bagne et tout, et puis d'autre part ils sont arrivés aussi avec la colonisation libre, et puis une partie de cette colonisation-là qu'on va appeler la colonisation padone. D'accord. Alors pourquoi Padone, Elise? Padone, c'est dû au nom James Padone. James Padone, c'était un commerçant, un sontalier, c'est le fameux sontalier anglais, là. Et puis c'est cette personne-là qui a importé les premiers troupeaux bovins d'Australie, Elise. Donc c'est celui qui était installé à l'île Nou durant justement avant même la prise de possession. C'est ça. Alors il faut rappeler qu'avant la prise de possession en 1853 par la France, là, les Anglais étaient déjà là. Du coup, James Padone avec ses compatriotes anglais, puis les missionnaires, tout ça, ils étaient déjà bien installés. Et James Padone, lui, il s'est débrouillé pour expulser un peu les clans qui vivaient sur Nouville, les vieux qui vivaient sur Nouville, et puis il s'est accaparé presque tout l'île Nou, tout Nouville. Avant c'était une presqu'île, c'était une île, quoi, complètement isolée, on va dire comme ça. Et puis voilà, après l'administration coloniale à l'époque ont demandé à James Padone d'essayer d'inciter un peu les colons européens à venir s'installer et puis commencer à lancer des activités agricoles, que ce soit l'élevage ou autre. Donc tous ceux qui voulaient venir s'installer, ils leur donnaient la liberté de s'installer. Mais apparemment ça n'a pas marché tout de suite. Ça n'a pas tout de suite marché. Et puis en plus c'était assez contradictoire parce qu'à l'époque, l'administration coloniale française, là, elle a commencé à distribuer un peu les terres du pays. Et puis voilà, ça n'a pas tout de suite marché parce que d'une part, nos vieux Kanaks à l'époque, ils n'étaient pas d'accord, ils ne se sont pas laissés faire. Il y a beaucoup d'histoires de petites guerres, de révolte avec le chef Quindé, par exemple. Et puis à côté de ça, les conditions de vie à l'époque, elles étaient très difficiles. Du coup, voilà, ça n'a pas tout de suite marché, Elise. Voilà, donc on connaît le stockman en tant qu'éleveur aussi. C'est vrai que le stockman est un grand éleveur. Et puis voilà, d'ailleurs, une grosse partie de leur cheptel est dédiée à la commercialisation de leur viande, quoi. Et puis voilà, un autre aspect des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, c'est par exemple les conditions du marché de la viande ici en Nouvelle-Calédonie. On sait que le marché est très protégé. D'ailleurs, l'OCEF, on le rappelle, elle a le monopole sur tout ce qui est importation de la viande et tout. Du coup, voilà, d'un côté, c'est bien parce que ça protège nos éleveurs. D'un autre côté, nos éleveurs n'ont pas le choix au niveau des prix qu'ils mettent en place. Du coup, voilà, des fois, ils ne peuvent pas. Ça ne leur permet pas plutôt pas de survivre, mais de bien vivre de leur activité, quoi. Et puis pour continuer sur tout ce qui est ces difficultés-là de la vie de stockman, on peut dire qu'aujourd'hui, malgré la modernité, malgré le fait que le 4x4 a remplacé le cheval, que le quad aussi a remplacé le cheval, que maintenant il y a tout ce qui est motorisé, quoi, tout ce qui est mécanique, et tout ça n'a pas enlever totalement
C'est les difficultés de la vie de stockman. En fait, stockman, déjà, c'est plus qu'un métier. On va dire que c'est une passion, c'est une vocation, puis c'est un héritage culturel, comme on disait. On est stockman 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Élise. Et puis voilà, justement, on a un de nos reporters, un de nos journalistes, en l'occurrence Alexandre Sigura, qui a rencontré Stéphane Ducondas. Stéphane Ducondas, c'est un photographe journaliste du pays. En fait, Stéphane Ducondas, il a grandi dans les stations d'élevage, là où sur Coney. Et puis c'est donc tout naturellement, puis surtout sans prétention, qu'il a, pendant presque une dizaine d'années, pris plusieurs clichés. Et de tous ces clichés-là, il les a rassemblés, puis il en a fait une exposition. Et voilà, Alexandre Sigora nous propose de rencontrer ce personnage-là et puis de l'écouter en train de nous partager ces clichés, ces images sur la vie de Stockman Élise. Les premières images remontent à peu près 8 ans, une image par-ci, à droite, à gauche. Si tu veux, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que déjà mon cœur de métier c'est vraiment le photojournalisme, donc tout ce qui traite des mondes clos, des univers clos, des histoires d'hommes, d'êtres humains. et puis quelque part, et ces odeurs, ces bruits font partie de mon enfance. Donc c'est enfoui dans mon enfance parce que je suis né sur Coney, j'ai vécu sur Coney ma tendre enfance, donc c'est des choses. C'était vraiment au gré de mes rencontres. Le week-end, quand je vais à la chasse avec les copains, de temps en temps j'ai mon appareil, donc j'essaye que le Calédonien laisse la place au photographe, quoi. Donc c'était assez particulier. Ce qu'on découvre, c'est une exposition sur l'univers des stockman extérieurs et puis un peu de leur intimité, quoi. Donc à base de, il y a des portraits, des scènes de vie qu'on voit pas forcément tous les jours sur les cartes postales. L'exposition a été découpée en 3 modules. Il y a un premier module quand on rentre qui sont plus des photos type carte postale, quoi. C'est de l'emballage. Avec de la couleur, avec des belles lumières. La deuxième phase, le deuxième module, c'est toujours de la photo en couleur, mais on est plus sur des portraits et des scènes de vie, donc on rentre un petit peu plus chez les gens. Et le troisième module, c'est que du noir et blanc. Donc pour installer un petit peu plus ce petit côté intime ou artistique, entre guillemets, que peut imprimer le noir et blanc à la photo, quoi. Alors il y a 2 petites photos où j'ai 2 petites anecdotes qui me tiennent à cœur. Il y a une photo que j'ai faite avec Patrick Olivier sur Ton Toutain. Et on ne s'en rend pas bien compte parce que là, elle a été faite au grand angle. Et j'étais assez près, collé même. Et Patrick faisait claquer le fouet, vraiment pas trop loin de mon oreille. Et au fond de moi, j'espérais qu'il rate pas son coup parce que c'était un coup à se faire balafrer la tronche. Et c'est une photo qui me... Enfin, quand j'y pense, je pense au bruit et au vent du fouet qui me frôlait, donc c'était assez rigolo. Marcel Charpin, qui est l'un des derniers plus vieux stockman de Calédonie, il a 86 ans. Je ne le connaissais pas du tout et je suis arrivé d'une manière assez spontanée et en quelques minutes le contact a été fait, il m'a sorti les albums de famille, son fils est venu et vraiment c'était vraiment le symbole même que ces gens, quand on prend le temps de les approcher, de discuter avec eux, ils ont un cœur qui est énorme et puis ils ouvrent leur vie d'une manière simple et spontanée, quoi. Peut-être parce que j'habite un peu Yambrousse, donc le fait de les côtoyer, c'est venu naturellement, quoi. Je vais à la chasse le week-end. Je les croise régulièrement, des fois je vais monter à cheval avec eux, voilà, quoi, je traîne un peu avec eux, donc c'était quelque chose qui s'est fait naturellement sans calcul.
Donc ce que j'attendais moi avec impatience, c'était leur retour par rapport à mon travail, qu'ils soient déjà fiers de se voir, qu'ils ne soient pas déçus de ce que j'ai fait. Et là, enfin, pendant le vernissage, il y en a quelques-uns qui sont venus et j'ai eu un retour direct de leurs impressions et ça m'a touché, quoi. C'était vraiment, et ça m'a incité justement, ça m'a donné encore plus de force pour aller jusqu'au bout de ce projet-là, parce que c'est un projet qui est titanesque, parce qu'il faut que je me balade partout, que j'aille voir, bon, pas tout le monde, mais un maximum de gens. C'est un monde qui le mérite et puis ils font partie de notre histoire et je trouve que ça s'inscrit dans un travail de mémoire. Donc comme tout travail de mémoire, c'est indispensable de le couvrir d'une manière large. Voilà, donc on a pu apercevoir le fameux chien bleu, hein, fidèle compagnon du cowboy calédonien. C'est vrai, Elisa. Alors tout à l'heure, on a parlé des bovins qui ont été importés par James Paddon d'Australie. Puis le chien bleu, c'est aussi un héritage un peu australien, on va dire ça comme ça, des Stockman. Parce que le chien bleu, en fait, on l'appelle le bouvier australien. Son vrai nom, c'est le bouvier australien. Et puis, tiens-toi bien, Elise, le bouvier australien, c'est un berger, genre berger allemand, croisé dingo. C'est le chien sauvage d'Australie. Ah ouais. Du coup, voilà, ça donnait un peu cette race de chien bleu, là, un chien assez robuste. Et puis, et très méchant d'ailleurs. Très méchant parfois, c'est vrai. Du coup, tout ce qu'il faut pour mener un cheptel, mener un troupeau à la baguette, quoi. Et puis voilà, pour continuer sur Stéphane Ducandas, là, on disait qu'il essayait de rendre hommage un peu à cette culture, cette tradition de Stockman ici au pays. Et puis voilà, pour ce faire, il a encore comme projet d'éditer, enfin de sortir un livre sur les Stockman. Et puis prochainement, il nous parle aussi de la réalisation d'un documentaire sur la vie de Stockman calédonien. Qu'on n'hésitera pas d'en reparler dans notre rubrique culturelle ou dans notre agenda du pays. Merci Dio. Camille, tu as quelque chose à rajouter? Non, ça va. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci Élise et merci encore à vous à la maison. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, nous parlerons des personnes âgées et des maisons d'accueil aujourd'hui. Bonjour Élise et bonjour à tout le monde. Oui, nous allons à la rencontre de Cyril. Alors Cyril, il accueille chez lui des personnes âgées. Il habite du côté du Vallon d'Or et donc il va nous raconter un peu son parcours et puis raconter aussi son quotidien avec ses pensionnaires. D'accord, et il accueille des personnes âgées chez lui, c'est comme une maison de retraite un peu ? Oui, si on veut, mais à plus petite échelle, puisque lui, il n'accueille que 5 personnes. Donc, mais c'est un peu, un peu comme la maison de retraite, mais en plus petit. D'accord. Il y en a beaucoup de maisons de ce genre ici ? Alors, des structures d'accueil pour personnes âgées, oui, il y en a pas mal sur le territoire. Et les tailles varient, hein, ça va de la grande structure comme par exemple la maison, maison des petites sœurs des pauvres. Voilà, pardon, le nom m'échappait. Donc c'est assez vaste, il y a beaucoup de pensionnaires dans cette maison. Et puis il y en a d'autres de moyenne taille et ça va ainsi en descendant, quoi. C'est bien ce genre de maison finalement, car les personnes âgées ont l'impression d'être comme chez elles et puis c'est plus convivial, comme si on était un peu, on va dire, en famille. C'est vrai, et puis on sait aussi que nos petits vieux... ils préfèrent rester chez eux. Ils préfèrent rester chez eux. Ils ne s'imaginent même pas vieillir ailleurs que chez elles. Mais bon, on sait aussi que maintenir des personnes âgées à domicile, c'est contraignant, et surtout pour l'entourage familial. Donc voilà, on essaie de trouver d'autres solutions. Et puis heureusement que dans notre tradition, on va dire, on a souvent le respect des anciens. Et voilà, le respect, justement, ce respect-là est bien présent chez nous. C'est pour ça que chaque foyer, en fait, chaque famille garde un peu, on va dire qu'on garde nos parents, nos grands-parents, et à chaque fois qu'on va, il y a toujours une personne âgée chez la famille, quand on arrive chez les gens. C'est vrai ce que tu dis, Élise. Ici, la tradition fait qu'on garde nos papis et nos mamies à la maison avec nous. Mais bon, il faut aussi avouer que la tradition se perd un peu. Mais bon, on espère que ça va durer quand même encore un peu longtemps.
Et puis, il faut dire que des fois, il y a des situations assez difficiles, assez douloureuses, où on rencontre des personnes âgées qui sont livrées à elles-mêmes, qui vivent seules. Et puis, vraiment, des fois, hélas, on va dire hélas, des personnes âgées qui sont aussi maltraitées. Donc, dans ces cas-là, il faut arriver à trouver des personnes qui viennent s'occuper d'elles. Ou alors, on arrive dans le cas où il faut les placer ailleurs. Ben, on pense que c'est difficile aussi pour nos vieux, hein, car ils se retrouvent dans un endroit inconnu, comme on le disait tout à l'heure. Et puis ces petites maisons-là, c'est un peu comme si, on va dire un peu comme Cyril, là, c'est un peu comme, voilà, ils étaient à la maison. Et puis, on espère justement que les maisons comme celle de Cyril vont se développer énormément. Un peu plus ici au pays. Et parce que, à l'avenir, d'après l'ISEE, alors l'ISEE, c'est l'Institut de la statistique et des études économiques, alors d'après l'ISEE, eh bien les seniors, ils vont représenter 10% de la population totale en 2020 et 14% en 2030. Donc ça fait 34 000 individus, dont 8 000 qui seront âgés de 80 ans et plus. Donc voilà. Voilà, nous allons justement à un vieillissement de la population, donc il faudra s'y adapter et développer justement ces structures-là, comme on le disait depuis tout à l'heure, et comme la maison de Cyril. Oui, et en parlant de Cyril, eh bien moi, je vous propose de regarder le reportage que Duke a été tourné chez lui. Donc on verra comment se vit le quotidien de Cyril. J'ai travaillé 17 ans dans une maison de retraite et en 2007 j'ai démissionné et je me suis mis à mon compte. Pourquoi m'être mis à mon compte, c'est puis en petite structure comme ça, je trouvais que c'était beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial, ça a été beaucoup plus respectueux aussi par rapport aux gens que tu accompagnes. On est beaucoup plus présent par rapport à une maison de retraite où c'est plus l'usine pour moi, enfin, en ce qui me concerne. J'ai un intervenant qui vient faire des activités manuelles avec les personnes âgées et puis des sorties aussi. Aujourd'hui, là, j'ai moi en tant que responsable et puis une auxiliaire de vie attitrée, patentée, qui vient assez souvent, plus l'autre patentée qui vient aussi uniquement faire de l'animation, faire des travaux manuels avec les personnes âgées. Normalement, il doit être plus bas. Voilà. Ça, oui, c'est Jean-Yves. Allez, Jean-Yves. Toi aussi, tu as marqué ton prénom. Ça, ce sera le tien. Quand le patron n'est pas là, ben oui, il faut gérer toute la maison. C'est-à-dire qu'il y a les levées le matin, le petit-déj, le repas, le déjeuner, le soir, le souper le soir, les couchers, et puis la surveillance toutes les nuits. Tous les jours, il y a les infirmières qui passent, qui s'occupent d'eux, les toilettes le matin, le soir aussi. Et c'est du lundi au dimanche, donc voilà. On va dire que c'est une maison de famille. Les personnes âgées qui sont dans cette maison, malgré qu'ils sont 5, il faut aussi avoir beaucoup d'attention vers eux, mais c'est très familial, c'est très chaleureux. Et on passe beaucoup plus de temps avec eux que lorsqu'on est dans une grande structure. J'ai 3 équipes d'infirmiers qui interviennent ici à la pension, en raison de 2 passages dans la journée, 2 médecins aussi attitrés à la structure, 2 kinés, 2 cabinets de kinés. C'est la dépasse en fait qui nous délivre l'agrément. Sans ça, tu ne peux pas exercer ce métier-là. Au niveau des petites faibles capacités comme ça, on a 12 points à respecter. Et 12 points de sécurité en fait. À respecter, c'est moins contraignant que les grandes maisons de retraite. Par exemple, les rampes d'accès, dans les douches, les barres de maintien. Et puis les issues de secours, là, tu sais, les blocs de sécurité. On doit installer ça aussi. Le gaz, il doit être à l'extérieur de la maison. Ma mission ici, c'est d'occuper ces personnes, de leur apporter de la chaleur, en les faisant chanter, en leur faisant rigoler, leur raconter des histoires, passer des moments aussi avec eux, partager leur tristesse quand ils ont des petits soucis, les câliner. C'est comme si c'était nos papis et nos mamies, quoi. Et puis, voilà, les après-midi, on a des activités avec ceux qui ne sont pas en fauteuil roulant, on fait un peu de jardin. Enfin, on les occupe, quoi. Je suis là pour seconder Sarah.
et pour leur faire faire autre chose que de rester assis. Ou, voilà. Et j'aime ce métier. J'ai eu une formation d'auxiliaire de vie et d'apporter même ne serait-ce qu'un petit sourire sur le visage d'une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, ça nous met tout de suite de la chaleur au cœur. Voilà. J'aime bien ici. On s'occupe bien de nous, d'infirmières. À la maison, on travaille de plus, mais ici c'est bon, on est là. On reste à reposer, manger, dormir. On chante, on danse. Quand je songe souvenir de mes vacances, c'est surtout sur l'engrais d'Unia. On s'amuse à Canas, on oublie les tracas, les soucis de la vie de Païta. Waouh! Ça, c'est bien. On s'amuse à Canas, on oublie les tracas, les soucis de la vie de Païta. Les filles de Païta, elles sont parties à Yaté pour faire un groupe de jeunes filles là. C'est pour ça qu'il a oublié les soucis de Païta, Oui, les tracas, voilà. C'est les filles de Païta. Voilà, qui ont fait cette chanson quand ils sont allés à Yaté. Généralement, quand je reçois des demandes de placement, pour une famille quoi, qui vient me demander pour un placement de garde pour un parent à eux, soit je les oriente sur l'assistance sociale de leur quartier, ou sinon je les oriente sur le pôle gérontologie, qui est un service qui gère en fait tous les placements des personnes âgées dans la province sud. Après avec eux, avec cet organisme-là, ils vont aller ensemble pour faire le montage financier, monter le dossier quoi, de la personne âgée. Dans une petite structure comme ça, c'est que on tisse des liens avec les centenaires familiales. Ce qui fait que quand il y a une personne âgée qui décède, on a un gros sur le cœur, quoi, parce que c'est comme si c'est quelqu'un de. C'est comme si c'est un parent à toi. Hein. Puis eux aussi, ils te considèrent aussi comme quelqu'un de leur famille aussi. Donc effectivement, oui, c'est dur des fois quand je perds quelqu'un de la structure. Ouais. Je pense que nous, Kanak, on a déjà ça dans la culture, hein, le fait de s'occuper de nos aînés, nos personnes âgées. Quoi, hein. La difficulté, je dirais plutôt, c'est au niveau quand tu te lances en société. Hein, quand moi, en tant que Kanak, de lancer en entreprise, ouais, la difficulté elle est là. Sinon, le métier lui-même, non, c'est pas. On a déjà ça, je dirais même dans le sang, hein, s'occuper de nos anciens. Le choix de nous, carrément, c'est simple. Comme on est dans le sud, et puis moi aussi je suis du sud, donc ça veut dire en détaché, ça veut dire sous le bagnan. Le bagnan qui représente beaucoup de choses dans la culture kanak. Hein. C'est l'endroit où on se rassemble, c'est l'endroit où aussi voilà, les gens ils s'assoient pour discuter, tout ça, avant, autant des vieux. Et puis aussi, ça sert aussi de sépulture. Hein. Il y a certains endroits de la Grande Terre où le bagnan sert de sépulture. Donc c'est un peu dans cette idée-là que j'ai décidé de donner ce nom-là à ma maison, à ma structure. Quoi. Nous sommes tous des garçons d'Unia, travaillant pour tous à Yaté, dispersés en ces lieux si éloignés de notre cher regretté beau pays de Unia. Profitant de cette occasion, travaillant pour l'AEG, on barrage sostenere à l'usine, Calédonia tahitien, Marien et Île-de-Pin. Voilà, chapeau à ce monsieur et puis pour son travail avec nos vieux. Et on va dire qu'on va encourager d'autres personnes partout sur le territoire à justement développer ce genre de structure pour accueillir nos seniors. Oui, il en faut, on en a besoin. Et
courage aussi à Cyril pour la poursuite de son travail au quotidien avec ses pensionnaires. Et puis pour les personnes qui sont intéressées, soit parce qu'elles souhaitent avoir un renseignement pour intégrer quelqu'un, faire intégrer quelqu'un de leur entourage dans une maison ou pour elles-mêmes, ou alors soit elles sont intéressées pour ouvrir leur maison à elles aussi, pour pouvoir accueillir des personnes âgées, eh bien, rapprochez-vous de l'assistante sociale de votre secteur. Elle pourra vous donner vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin, et puis vous orienter vers les services adaptés. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, merci Anna pour toutes ces infos. On te retrouve pour une nouvelle rubrique. Avec plaisir, Élise. Allez, on retrouve tout de suite Bernard Suprin pour notre rubrique Côté Plantes. Alors encore une fois, c'est l'heure de notre rubrique Côté Plantes. Aujourd'hui, on va parler de l'aloe vera. Donc en première partie, le côté médicinal et la deuxième partie, côté alimentaire. Et ici en Calédonie, on la connaît cette plante parce que c'est une... Enfin, on la connaît plus sur la plante pour guérir les brûlures. Alors, donc bonjour Bernard Suprin d'abord. Bonjour Élise, bonjour à tous. Alors, d'où vient cette plante, avant de commencer? Elle pousse à l'état naturel dans tout le bassin méditerranéen au sens large. Et c'est une plante grasse par excellence, qu'on appelle aussi plante succulente, ça c'est le vrai nom. Elle pousse dans toute la péninsule arabique. C'est une plante qui est quasiment désertique, plante de désert. D'accord. Et comment on l'entretient en fait, cette plante? Elle n'a strictement aucun entretien. Vous pouvez la laisser dans un pot à l'abandon pendant plusieurs mois sans arrosage, elle survivra. D'accord. Alors, si on parle du côté médicinal de cette plante, alors, ici on la connaît plus souvent pour soigner en fait les brûlures. C'est une plante médicinale de première grandeur, hein, probablement une des toutes premières par ordre d'importance au monde. Elle était même connue à l'époque des Égyptiens, des Grecs et des Romains qui l'utilisaient largement. D'ailleurs, il existe des gravures, enfin des dessins faits par les Romains. Et actuellement, ses propriétés ne se démentent pas, hein, puisqu'elle est largement utilisée dans tout le domaine thérapeutique, mais aussi cosmétologique. L'aloe vera est utilisée dans des gels, dans des crèmes hydratantes, dans des crèmes solaires, même dans des dentifrices, des gélules, etc. D'accord. Et pour les brûlures, on l'utilise comme on l'utilise ici, on casse la plante et c'est ça, on l'applique sur le... Localement, l'aloe est appelée la plante à brûlure. Alors, un pot est installé à proximité, le plus près possible de la cuisine. Alors en brousse, la cuisine elle est isolée du reste du corps du bâtiment à cause des risques d'incendie. Et toujours, systématiquement, vous verrez de l'aloe qui pousse juste à la sortie de la cuisine, à cause des problèmes de friture notamment. Hein, vous savez, les enfants qui touchent à tout, ils attrapent la friteuse et puis se renversent de l'huile bouillante sur les doigts partout. Et dans ce cas-là, la solution idéale, c'est l'aloe. L'aloe, donc on casse une feuille et on enduit de jus gélatineux toute la brûlure et le soulagement. On a une sensation de fraîcheur immédiate et un soulagement très, très efficace. D'ailleurs, concernant les brûlures, hein, c'est des brûlures d'ordre thermique, mais aussi chimique et aussi nucléaire, puisque les grands brûlés d'Hiroshima étaient soignés avec de l'aloe et c'était la seule solution vraiment efficace. Qui a pu guérir en fait. Qui ont pu guérir les brûlures des grands brûlés d'Hiroshima. D'accord. Donc vous voyez, c'est quand même pas, c'est pas de la plaisanterie. C'est vraiment très très efficace. Et donc à part les brûlures, elle peut servir à quoi encore? Le côté toujours médicinal. Alors là, c'est très très vaste. Là, on a parlé des usages qui sont externes. Oui. Alors en Calédonie, on ne la connaît quasiment que sous cet usage. C'est-à-dire usage externe. Mais on l'utilise aussi en usage interne.
Et en usage interne, elle a des propriétés qui sont multiples. Elle est adaptogène, comme le noni, c'est-à-dire qu'elle régule l'organisme avec des débuts de cholestérol, de diabète, d'hypertension, etc. Elle arrange tout ça. Elle est anti-inflammatoire, bactéricide, antalgique, c'est-à-dire qu'elle soulage des douleurs. Ça, c'est très important. Les plantes qui sont antalgiques, elles ne sont pas si nombreuses sur le territoire. À part elle, le noni, et puis une ou deux autres, comme la plante atumo. Sinon, elle stimule la croissance des cellules et elle accélère la cicatrisation, notamment sur les brûlures. Et surtout, les usages les plus importants, c'est tout ce qui est en rapport avec les soins de la peau. Qu'est-ce que j'ai oublié en usage interne? C'est, oui, la digestion aussi. Elle favorise la digestion, elle fait beaucoup de bien pour le transit intestinal. Mais comment on la consomme alors pour la digestion? Alors pour la consommer, alors là j'ai apporté une feuille ici. Alors vous voyez là, c'est une feuille qui est assez charnue. Alors d'habitude les aloés, enfin les pieds ne sont pas très charnus. Alors c'est assez compliqué pour les utiliser parce que lorsqu'on l'épluche, on est obligé de l'utiliser épluché. C'est le gel qu'on utilise à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il faut couper ça en petites tranches et enlever la partie verte. Et ensuite nettoyer sous le robinet, rincer, rincer, rincer. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne rincez pas la plante, c'est très amer et c'est très désagréable. Et cette substance amère, jaune, non seulement elle n'est pas thérapeutique, mais en plus elle est déconseillée. Oui, elle est déconseillée. D'accord. Alors, une petite chose à préciser, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, avant les grandes pluies, ce pied-là avait des feuilles toutes minces. Et puis avec les pluies, la plante s'est regonflée. Donc elle est vraiment très adaptée. Donc elle a besoin d'eau alors finalement, cette plante. Non, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, elle récupère toute l'eau, un maximum d'eau, elle se gonfle au maximum. Et puis s'il ne pleut pas, pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, elle survit. Ses feuilles seront aussi fines que du papier à cigarette, enfin j'exagère un petit peu, mais elle survivra. Donc c'est vraiment la plante grasse parfaite. Donc on peut dire que quand elle est remplie comme ça, elle est belle, quoi. Oui, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser parce que sinon il est inutilisable. Excepté bien sûr, excepté contre les brûlures. Là, contre les brûlures, vous allez couper une feuille par la moitié, là en deux, et vous allez vous enduire avec ce gel. Alors avant de passer à la deuxième partie qui est le côté alimentaire, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter pour le côté médicinal de l'aloe vera? Elle est simplement, il faut simplement dire que c'est une plante majeure qui est cultivée à grande échelle dans de nombreux pays. Elle est cultivée pour être utilisée en cosmétique, cosmétologie et dans les médicaments tout simplement. Donc voilà, il faut en profiter parce qu'en Nouvelle-Calédonie, ça pousse, on va dire, l'aloe vera pousse très très bien. Alors Bernard Suprin, le mot de la fin? Justement, le mot de la fin, parlons-en. F-A-I-M, puisque l'aloe vera, c'est une plante extraordinaire en usage externe contre les brûlures, mais c'est également une plante alimentaire qui est tout à fait méconnue en Nouvelle-Calédonie. Donc ça fera l'objet d'une prochaine rubrique. C'est ça, j'allais lui dire. Merci Bernard Suprin. Merci Élise, merci à tous, au revoir. Au revoir.
Alors bonjour Marie-Hélène, le lycée de Pointe-Boute est à l'honneur aujourd'hui, explique-nous pourquoi. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Alors pourquoi parler du lycée de Pointe-Boute? Eh bien parce que premièrement, il y a tout un projet d'envergure qui le concerne, voilà. Et puis deuxièmement, il faut dire que le lycée de Pointe-Boute aussi il est un petit peu particulier parce qu'il propose un double enseignement. D'un côté il y a l'enseignement agricole et puis de l'autre l'enseignement général. Alors cet enseignement général, si tu veux, il est apparu suite à un partenariat avec le vice-rectorat. D'accord, alors avant que ce partenariat se fasse, comment cela se passait-il? Eh bien en fait, si tu veux, avant, lorsque le lycée a été créé, il ne proposait qu'un enseignement agricole, puisqu'il est donc sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Et donc en 2005, ce partenariat avec le vice-rectorat est donc signé, et dans la foulée, voilà, le lycée peut proposer des nouvelles formations, en tout cas une orientation pour un enseignement général. Voilà comment tout cela s'est mis en place. D'accord. Alors dis-nous pourquoi il porte le nom justement de lycée polyvalent de Pointe-Boute. Eh bien à cause de ce double enseignement, enseignement général et enseignement agricole de l'autre. Ouais. Alors combien y a-t-il d'élèves? Alors il y a environ aujourd'hui 460 élèves, dont 250 qui sont donc dans la filière agricole. Alors il y a autre chose qui m'interpelle, c'est le CFPPA Nord qui justement s'occupe de la formation professionnelle des adultes, qui se trouve pas loin du lycée. Est-ce que ça fait partie aussi du lycée agricole de Pointe-Boute? En fait, tu fais bien justement de le préciser parce que c'est vrai que quand on veut se rendre au CFPPA pour de la formation professionnelle, on n'est pas loin justement du lycée agricole de Pointe-Boute, du lycée polyvalent pardon de Pointe-Boute. Donc pour le coup, si tu veux, c'est juste que le CFPPA en fait se trouve non loin du lycée et puis il y a également à côté du lycée une exploitation agricole qui sert donc de support pédagogique aux élèves. Voilà, il sert également de lieu d'expérimentation agricole et puis c'est également un lieu, si tu veux, de production à caractère familial. D'accord, donc finalement ils arrivent à assurer une belle production, on dit donc. Et c'est bien parce que les élèves doivent être fiers finalement de leur travail. Ben oui, disons que là ils peuvent mettre en pratique, si tu veux, ce qui leur est enseigné, et puis de l'autre, voilà, je veux dire, ça permet aussi d'avoir un petit œil sur la recherche aussi, donc du coup l'enseignement il est quand même pas mal. Et tu sais qu'ils ont même des ruches. Ah bon? Donc ils vont former des futurs apiculteurs, c'est bien ça? Eh ben oui. Et puis figure-toi que les ruches, elles produisent beaucoup de miel. J'ai rencontré un étudiant la dernière fois que je suis allée sur le salon de l'étudiant et il me disait que leurs ruches, elles produisent environ 50 kilos de miel par an. Ce qui est quand même donc le lycée assez conséquent. Un gagne-pain, on va dire. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer après? Le lycée va s'agrandir? Est-ce qu'il y aura de nouvelles formations? Alors oui, figure-toi Élise, il y aura donc des nouvelles formations qui vont être proposées, puisque tu sais que tout ce projet-là, il est donc dans le cadre du rééquilibrage, et donc le proviseur, M. Génaud, me disait que voilà, le lycée de Pointe-Boute va devenir comme un grand lycée donc de Nouméa. Il faut savoir quand même que la surface habitable pour l'instant qui est donc décidée, elle est de 15 800 mètres carrés. Voilà, je ne sais pas si tu imagines un petit peu l'envergure du projet. Voilà. En tout cas, c'est un bel avenir qui attend le lycée. Alors comment ce projet va-t-il se concrétiser? Alors il va se faire, si tu veux, il va se concrétiser en plusieurs étapes. Parce que tu imagines, vu la surface à bâtir, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ah ouais, c'est pas petit le mètre carré là. C'est clair. Donc pour commencer en février 2016, il va y avoir, si tu veux, une partie des salles de cours qui va être construite pour remplacer des préfabriqués. Ensuite, on aura également un nouveau réfectoire, des cuisines, un premier bâtiment, si tu veux, pour l'internat. Voilà, parce que l'internat aussi va être agrandi, exactement, et puis quelques logements. Ensuite, en 2017, il va y avoir les bâtiments, si tu veux, qui vont accueillir les élèves qui vont s'orienter vers les filières technologiques et professionnelles. Ensuite, forcément, le CDI, le centre de documentation, va être agrandi également. Il y aura des terrains de sport et puis des logements de fonction. Voilà. En 2018, Élise,
Voilà, il y aura donc des ateliers qui vont être construits pour les filières professionnelles, qui sont donc, dont on parlera tout à l'heure, plutôt. Alors il y aura donc un atelier de métallerie, un atelier donc pour la maintenance des matériels de travaux publics et de manutention, et puis un atelier pilote de ligne de production. Tu vois un peu? C'est bien, du coup les étudiants, enfin les jeunes de la province Nord pourront étudier chez eux, et puis les professeurs pourront justement rester à côté de l'école. C'est pas génial ça? Alors s'il y a des nouveaux ateliers, il y aura forcément des nouvelles filières de formation proposées aux élèves. Exactement. Alors tu sais qu'aujourd'hui, le bac pro, c'est une compétence pays. C'est-à-dire que le pays peut décider d'ouvrir ou pas des bacs pro. Donc il y en aura de prévus dans ce projet. Donc je vais te les citer. Il y aura donc un bac pro maintenance des matériels de travaux publics et de manutention. On parlait de l'atelier tout à l'heure. Il y aura donc également le bac pro pilote de ligne de production. Là, c'est pour former des chefs d'équipe dans le secteur des métiers de la mine. Et puis il y aura également un bac pro ouvrage du bâtiment et métallerie. Voilà. Et tu sais que concernant la filière technologique, il y aura aussi un nouveau bac, un bac STI 2D, qui signifie sciences et technologies industrielles et du développement durable. Tu vois un peu? J'imagine. C'est toutes ces orientations. Bien, en tout cas pour les étudiants et pour les élèves. Ils auront le choix. Voilà. Alors j'imagine que ouvrir justement des filières d'orientation ne se fait pas du jour au lendemain. Alors comment on décide cela? Eh bien en fait, si tu veux, tout part des entrepreneurs, des entreprises, des employeurs, puisqu'il faut coller au maximum, si tu veux, aux besoins des entreprises. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il est décidé ou pas d'ouvrir de nouvelles filières. En tout cas, c'est un sacré projet. Donc il va s'organiser, embaucher, toutes les choses vont s'organiser, donc il y aura des embauches de professeurs, ils vont agrandir les équipes pédagogiques. Oui, tout à fait. Il y a une nouvelle équipe pédagogique qui va s'installer. On aura l'occasion d'en reparler dès qu'on en saura un petit peu plus, en sachant que justement cette équipe pédagogique là, elle va s'occuper quand même de pas moins de 1200 élèves à terme. Pas rien, donc c'est quand même pas rien. Mais en attendant, moi ce que je peux te donner comme info qui va concerner donc les élèves pour la rentrée 2015, c'est qu'il y a une nouvelle section européenne en anglais qui va donc s'ouvrir. Elle va donc permettre aux jeunes, si tu veux, d'améliorer leur anglais. Donc ça concerne les bons élèves, ceux qui ont un bon niveau en tout cas en anglais. Des cours en anglais? Ils auront un cours en plus, une heure de cours en plus si tu veux en anglais. Puis il y aura aussi la matière physique-chimie qui va être dispensée en anglais, Élise. Je ne sais pas si tu imagines. C'est pas mal, c'est bien pour les élèves. Ouais, c'est sûr. Puis il y aura même également un enseignement facultatif donc en éducation physique et sportive pour que les jeunes puissent faire du tir à l'arc, de la voile, de l'athlétisme. Mais moi je te propose, Élise, avant de t'en dire davantage concernant toutes ces nouveautés du lycée de Pointe-Boute, qu'on aille jeter un petit coup d'œil du côté de la journée porte ouverte qui a été organisée ces dernières semaines. C'était donc un reportage de André Ravel. Nous vous accueillons aujourd'hui sur le site de Pointe-Boute dans le cadre de la journée porte ouverte. Cette journée porte ouverte ayant essentiellement pour objectif de faire découvrir les filières de formation de l'établissement, mais également de pouvoir mettre les jeunes en contact avec les professionnels. Et à ce titre-là, nous avons une trentaine de professionnels qui ont répondu présents à notre invitation. J'ai pris des vieux fers sur lesquels je vais fabriquer des fers avec 2 pinceaux. Ça s'appelle des quarter clips et j'en ai un petit peu besoin pour un autre cheval. Donc du coup, en attendant, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Ça fait un peu de bruit et ça appelle les gens. De Pointe-Boute a été créé il y a maintenant 25 ans avec un enseignement purement, essentiellement agricole. Et puis depuis une dizaine d'années, les filières générales se sont développées. C'était une forte volonté dans le cadre du rééquilibrage entre les différentes provinces, et en particulier la province sud
et la province Nord, où les élèves du nord de la Grande Terre ont la possibilité aujourd'hui de suivre des filières générales, en seconde générale et technologique bien entendu, mais également dans la filière scientifique avec la préparation au baccalauréat S et la préparation au bac économique et social, le bac ES. Tu vas faire de la gestion, donc tu vas avoir encore une fois un petit peu tous les outils. Concernant les filières de formation proposées dans l'établissement, donc nous avons des formations agricoles bien entendu. Les élèves sont accueillis en classe de seconde générale agricole et peuvent poursuivre sur un bac technologique dans le domaine de l'aménagement et de la production. On est aujourd'hui dans une logique également donc, de protection de l'environnement, de reboisement des zones minières. Donc on est tout à fait en phase bien entendu avec la présence d'un bac pro gestion, protection de la faune sauvage. Nous avons également une activité de service aux personnes qui a pour objectif de former les jeunes aux activités en lien avec les jeunes, en lien éventuellement avec les personnes âgées ou tournées vers des activités touristiques. Et nous avons également la filière production, puisque nous formons essentiellement aussi des agriculteurs, donc dans les métiers de l'élevage et dans le métier de la production végétale. Ici, c'est l'espace éducation socio-culturelle, 4 espaces. Un espace de vente de livres produits par les élèves, les recueils de contes traduits en albums jeunesse. Derrière moi, c'est un atelier de sable, dessin de sable qu'anime une ancienne élève. Et derrière, il y a une salle d'exposition de travaux d'élèves de toutes sortes. Et puis plus loin, une salle où on expose, enfin on projette des films, des petits films, de courts-métrages, généralement de dessins animés, que les élèves ont réalisés ici au lycée. C'est très riche pour nous, c'est notre culture, c'est notre identité. C'est toujours un plaisir de comment venir s'investir pour les jeunes, puis voir ce que les jeunes y font. C'est toujours intéressant. Cet après-midi, dans le cadre de la journée porte ouverte, le lycée organise un bingo et donc qui a pour objectif aussi d'animer le milieu rural et bien entendu le lycée agricole. Tu vois, 41, pim. Tu ne peux pas te contenter de le sortir et de le jeter comme ça. Ma fille, elle voudrait faire le tirage, mais c'est un peu compliqué. Il y a une tension qui règne dans la salle, on le sent, hein, et on ne peut pas décevoir les attentes, c'est pour ça. Mesdames, messieurs, on va commencer. 39, 37, 77, 64, petit 9, petit 9, petit... Alors, organiser des événements comme cela est toujours intéressant, hein, car il y a tellement d'informations dans le domaine de l'orientation. Ah, c'est vrai, hein. Et puis tu as vu, c'était bien d'organiser justement d'un côté les informations sur l'orientation des filières et puis de l'autre la mise en situation avec voilà, des démonstrations sur les métiers pour que les jeunes se rendent vraiment compte en fait. Hein, et puis voilà, c'est bien de rencontrer les professionnels comme on a vu dans le reportage. On peut leur poser directement les questions hein, pour les filières, pour les professions justement. Eh bien oui, c'est clair. Hein. Comme ça, le jeune, au moins, il se rend compte tout de suite hein, s'il a vraiment envie de se diriger vers telle ou telle formation. Hein. Ça, c'est certain. Alors, ce que regrettait, si tu veux, le proviseur, c'est simplement d'avoir organisé cette journée porte ouverte un samedi parce que, du coup, voilà, il aurait souhaité qu'il y ait les élèves de la zone voilà, qui viennent aussi au lycée. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Il prévoit d'organiser l'événement en pleine semaine. Comme ça, les collèges, enfin les élèves viendront avec leurs professeurs. D'accord. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que, comme on disait tout à l'heure, les jeunes restent sur place et passent un bon moment sur place. Mais oui. Puis d'ailleurs, justement, quel est le bilan de cette journée de porte ouverte ? Eh bien écoute, pour un moment, c'est vrai qu'il était ravi. En plus de ça, le fait qu'il y ait de l'ambiance, les gens sont restés sur le site puisqu'il y avait des danses, il y avait un bingo, comme on a pu le voir dans le reportage. Donc voilà, c'est plutôt positif comme retour. Alors, avant de terminer, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les orientations possibles lorsque l'on intègre le lycée professionnel de Point-Brut? Alors c'est vrai que, toujours bon de le rappeler, même si le proviseur en a déjà un petit peu parlé, donc les élèves, ils rentrent en fait en seconde technologique et générale. Ce sont en fait des
classes de découverte et d'exploration. Ensuite, à eux de choisir s'ils souhaitent poursuivre vers un bac ES, un bac économie et sociale, un bac S, un bac scientifique ou un bac STAV, qui signifie sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. D'accord. Et du côté de la filière professionnelle, il y a également des possibilités intéressantes dans le secteur de l'environnement, de l'élevage, du maraîchage. Oui, exactement, Élise. Et également, figure-toi, dans le secteur du service à la personne. Ça en fait partie aussi. Pour un petit rappel, justement, les bacs professionnels, si tu veux, qui sont obtenus au bout de 3 ans, on le sait, et qui permettent donc de travailler dans les secteurs là dont tu viens de parler, et puis également dans le secteur du service à la personne, sont donc les suivants. On a donc le bac GMNF, qui signifie gestion des milieux naturels et de la faune. On a également le bac CGEA, qui signifie conduite et gestion donc de l'exploitation agricole. Puis, on a le bac SAPAT, qui signifie service aux personnes et au territoire. Alors, après un bac pro, la poursuite d'études est possible au lycée de Pointe-Boute ? Oui, figure-toi que c'est possible grâce à un BTS d'ARC qui signifie donc développement de l'agriculture en région chaude. Voilà, donc les jeunes qui se dirigent dans cette voie-là, ils souhaitent devenir soit chef d'exploitation agricole, soit être associé de quelqu'un qui a déjà une activité ou soit occuper un poste de technicien. Et puis lorsque les bacs pro dont on a parlé vont être mis en place en 2018, les jeunes ils vont pouvoir poursuivre aussi en BTS. Donc le jeune qui aura postulé, qui suivra un bac pro maintenance et matériel de travaux publics, en fait pourra poursuivre vers un BTS maintenance et après-vente et de manutention. Et le jeune qui aura choisi le bac pro pilote de ligne de production pourra poursuivre ses études et intégrer un BTS contrôle industriel et régulation automatique. Ok, d'accord. Alors, est-ce que les élèves, la question qui tue, et c'est la question de la plupart des jeunes, est-ce que les élèves trouvent facilement du travail à la fin de leurs études ? Écoute, une étude a été commandée donc, par l'IDCNC, l'Institut de développement des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Donc les résultats sont sortis il y a 2 mois. Cette étude elle a été demandée par la DAFE, qui est la direction donc, de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. Et figure-toi que 30 à 70% des jeunes diplômés trouvent un emploi dans le secteur pour lequel ils ont été formés, Élise. Ah, c'est bien, bonne nouvelle. Donc, il y a des perspectives. Voilà, ils trouvent du travail dans le secteur agricole et dans le secteur de l'environnement. Exactement, et également dans le secteur, on en a parlé, du service aux personnes. Ok. Bon, écoute, merci de nous avoir parlé du lycée de Pointe-Boute. Tu restes avec nous pour faire un petit point sur les formations. Et en ce moment, donc, le SMA, le service militaire adapté, effectue ses dernières sélections de l'année. Oui, exactement. Alors, pour devenir stagiaire volontaire, il est encore temps de le faire pour intégrer le service militaire adapté au mois de janvier-février prochain, donc en 2015. Alors côté filière Élise, est proposé donc l'hôtellerie, la restauration, l'aide à la personne, les métiers de la mine, les métiers de la terre et puis également le secteur industriel. Alors pour ceux qui seraient intéressés, où est-ce qu'on peut se renseigner? Alors il faut se renseigner à la cellule de recrutement et puis donc appeler le 47 88 21, il se trouve à Koumak. Et si vous êtes plutôt du côté de Nouméa, vous pouvez composer le 87 78 95. Alors la gendarmerie recrute également, on avait parlé justement dans une de tes rubriques quand on parlait de la diffusion du reportage sur les gendarmes à cheval. Exactement, alors les jeunes du pays, si ça vous branche, voilà, sachez que la période d'inscription au concours de sous-officiers a commencé, elle se termine donc le 14 novembre 2014, le 14 novembre de cette année à minuit. Voilà. Alors est-ce qu'il faut se rendre à la gendarmerie pour postuler, pour s'inscrire? Eh bien pas forcément Élise, je sais que tu peux te connecter directement au site internet de la gendarmerie, il est simple à retenir, la gendarmerie recrute.fr, il y a donc le dossier de candidature en ligne, on peut le télécharger et puis voilà, avoir toutes les informations sur le déroulé. D'accord, voilà, si vous avez envie d'une vie active, si vous voulez voyager donc en travaillant en métropole ou en outre-mer, eh bien tentez votre chance pour exercer ce métier de gendarme. Et voilà, la rentrée c'est quand exactement? Alors ça sera prévu, alors la rentrée en fait, je n'ai pas la date, mais par contre, une fois qu'on aura déposé son dossier de candidature, on saura si on est apte ou pas à se présenter. Donc, et la réponse, elle va donc être donnée en mars 2015. Ok. Est-ce qu'il y a aussi une autre découverte des métiers dans le secteur du bâtiment et des travaux publics? Exactement. Alors pour ce secteur-là, si tu veux Élise, des stagiaires, ils vont également découvrir l'organisation d'un chantier, voir un petit peu, découvrir un peu le travail en équipe,
principes que nécessite ce secteur d'activité. Ils vont également se familiariser avec le vocabulaire aussi très technique de ce secteur et puis découvrir voilà, certaines missions qui sont demandées donc, aux travailleurs. D'accord. Où est-ce que ça se déroule? Alors, ça se passe au lycée professionnel Gabriel Riva à Puebo. Il y a 17 places disponibles et donc cette découverte des métiers elle se fera du 6 au 17 octobre. Alors, est-ce que les stagiaires qui vont décider de participer à ces découvertes métiers seront pris en charge par la province Nord ou pas? Oui, il y a une indemnité de participation, il y a les frais donc, de restauration qui sont pris en charge, également les frais d'hébergement. Par contre, au niveau du transport, il va falloir s'organiser. C'est déjà ça, n'hésitez pas à postuler. Alors il reste une dernière formation à aborder, et celle pour devenir technicien de maintenance mécanique et d'automatisme industriel. Oui, alors ça concerne toujours les demandeurs d'emploi, Élise. Alors cette formation, elle permet, si tu veux, d'apprendre tout ce qui tourne autour de la maintenance et des automatismes industriels. Donc voilà, c'est un domaine très particulier. D'accord, donc la maintenance, c'est l'entretien, la réparation des appareils. Exactement, Élise. Et donc le stagiaire lui apprendra justement à détecter une panne, à contrôler, à effectuer un diagnostic. Voilà. Et puis sur des équipements soit électroniques, soit électriques, soit mécaniques. Et il apprendra aussi à optimiser la sécurité de ces équipements-là ou donc à améliorer la performance de ces matériels. Alors qui peut postuler à cette formation? Alors il y a les personnes qui ont un niveau bac pro maintenance des équipements industriels ou ceux qui sont titulaires d'un bac pro en maintenance en mécanique, en électricité ou en électronique. Voilà. Connaître les termes en anglais, Élise, excuse-moi, connaître les termes techniques en anglais est aussi un atout, quoi. Voilà, donc un petit niveau d'anglais. Alors, quels sont les avantages justement des stagiaires pour terminer? Alors, les avantages des stagiaires sont donc les suivants. Il y a une indemnité de participation, l'hébergement, la restauration sont prises en charge. Par contre, il faudra voilà, gérer son transport. Et puis, tu sais que la formation, elle se déroule à Bourail, à l'ETFPA. Donc, il y a 16 places disponibles. La formation, elle dure quand même un petit peu plus d'1 an. Donc, il faut être, voilà, il faut le savoir. Il faut tenir le coup. Elle commencera donc au 1er décembre et elle se terminera en février 2016, Élise. D'accord. Et un numéro de téléphone pour terminer? Oui, bien sûr. Alors, celui de la Défiche qu'on connaît tous d'ailleurs. Exactement, la direction d'information et de l'insertion professionnelle de la province Nord, qui est donc joignable au 47 72 27. Voilà, Élise. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Ça va aider peut-être nos téléspectateurs à trouver du travail pour ceux qui ne l'ont pas encore. Merci. Merci à toi, Élise. Au revoir. Voilà, c'est sur ces informations qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Tata à tous.